Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de ma tête tandis que je rangeais une autre facture dans le classeur, mes doigts effectuant des gestes familiers tandis que mon esprit vagabondait ailleurs. Cela faisait 4 ans que je travaillais chez Bianche Imports. 4 ans à maintenir une frontière prudente entre la courtoisie professionnelle et l'intensité silencieuse dans les yeux de Massimo Bianche chaque fois que notre regard se croisait à travers le bureau. Je savais qui il était. Tout le monde en ville en parlait à voix basse, mais jamais assez fort pour qu'il puisse l'entendre. L'activité d'importation était légitime, voire rentable, mais les ombres qui hantaient son univers étaient plus sombres que les manifestes d'expédition et les déclarations douanières. J'avais choisi de ne pas y prêter trop attention, de me concentrer sur mon travail et sur le salaire régulier qui me permettait de conserver mon petit appartement et ma vie simple. Mon téléphone vibra sur le bureau. C'était encore Henrik. « Où es-tu » demandait le SMS. Pas de salutation, pas de chaleur. « Au travail » répondis-je, l'estomac noué par cette anxiété familière qui m'accompagnait constamment depuis 6 mois. Comme je te l'ai dit ce matin. Les 3 points apparurent, disparurent, réapparurent. Je pouvais l'imaginer dans son studio, entouré d'un équipement photographique qu'il n'utilisait plus que rarement. Sa jalousie rongeait le talentueux photographe dont j'étais tombée amoureuse 3 ans auparavant. Tu as souri à Marcos aujourd'hui. Je t'ai vu. Le sang se glaça dans mes veines. Marcos était un collègue, heureux en mariage et père de 2 enfants. Nous avions échangé quelques plaisanteries au sujet de la fête d'anniversaire de sa fille, rien de plus. Mais Henrik voyait désormais des menaces partout. Il imaginait des relations intimes dans chaque interaction fortuite. Il me parlait de l'anniversaire de sa fille, répondis-je, en gardant un ton neutre, non menaçant. C'est tout. Ne me mens pas, Serena. J'ai posé le téléphone, les mains légèrement tremblantes. La situation empirait, les accusations, la surveillance constante, la façon dont il avait insisté pour que je partage ma position sur mon téléphone, pour des raisons de sécurité, la façon dont il m'avait progressivement isolé de mes amis, de ma famille, jusqu'à ce que mon monde se réduise à mon travail et à lui. « Tout va bien, Serena ?» Je levai les yeux et vis Massimo debout dans l'embrasure de la porte de son bureau, ses yeux sombres m'évaluant avec cette intensité tranquille qui avait toujours fait battre mon cœur plus fort malgré ma loyauté indéfectible envers Henrik. Il portait son habituel costume gris anthracite sur mesure, le bouton du haut de sa chemise blanche défait, les manches retroussées jusqu'au coude, ce qui suggérait qu'il avait travaillé tard. « Ça va, monsieur Bianche », répondis-je automatiquement, en posant mon téléphone face vers le bas sur le bureau. « Je termine juste les rapprochements de fin de mois. » Il ne bougea pas, n'insista pas, mais quelque chose dans son expression me dit qu'il voyait plus que ce que je voulais lui montrer. Massimo Bianche avait bâti un empire en sachant lire les gens, en comprenant autant ce qu'ils ne disaient pas que ce qu'ils disaient. « Il est plus de 19 heures, fit-il remarquer calmement. « Vous devriez rentrer chez vous. Les rapprochements peuvent attendre demain matin. » « J'ai presque fini, ai-je insisté, ayant besoin du tampon que constituait le travail entre moi et l'inévitable confrontation qui m'attendait à la maison. « Juste quelques factures de plus, a-t-il répondu en serrant les mâchoires de manière presque imperceptible. Serena, la façon dont il prononçait mon nom avec ce léger accent italien adoucissant les consonnes, m'avait toujours fait quelque chose que je refusais d'examiner de trop près. « Rentre chez toi. Ce n'est pas une suggestion. » J'acquiesçai, rassemblant mes affaires avec des mains qui tremblèrent légèrement. Mon téléphone vibra à plusieurs reprises. Le regard de Massimo se posa sur le téléphone, puis revint sur mon visage. « Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, dit-il d'une voix basse et prudente, n'importe quoi, appelle-moi, de jour comme de nuit. Tu comprends. » L'offre resta en suspens entre nous, chargée de significations que je ne pouvais me permettre de reconnaître. J'étais avec Henrik. J'étais fidèle. J'avais été fidèle pendant 3 ans. Même si la présence discrète de Massimo était devenue le centre de gravité de mes journées de travail. « Merci, monsieur Bianche, » murmurai-je. « Mais je vais bien. Vraiment. » Il ne me croyait pas. Je le voyais à la position de ses épaules, à la façon dont ses mains se crispaient sur ses côtés comme s'il se retenait d'agir. Mais il respectait mes limites, comme il l'avait toujours fait.
4 années d'une distance professionnelle parfaite, sans jamais franchir la ligne. Même lorsque je sentais l'attirance entre nous comme une force physique. « Bonne notte, Serena » dit-il finalement en retournant dans son bureau. « Bonne nuit, monsieur Bianchi. » L'appartement que je partageais avec Henrik était plongé dans l'obscurité lorsque j'arrivais. Mais sa voiture était garée dans le parking. Je gravis lentement les 3 étages, mon sac de travail lourd sur l'épaule, répétant des explications dans ma tête. Marcos a une femme. Nous ne faisions que discuter. Tu imagines des choses. L'appartement sentait la cigarette froide et les restes de plats à emporter. Enrique avait promis d'arrêter de fumer. Il avait promis beaucoup de choses. Je le trouvais dans le salon. Son matériel photographique était étalé sur la table basse, comme s'il était assis là depuis des heures à attendre. « Tu es en retard », dit-il sans lever les yeux de l'objectif qu'il nettoyait avec des gestes précis et énergiques. « Je t'ai dit que je finissais les rapprochements », répondis-je en posant soigneusement mon sac, évaluant la tension dans la pièce comme j'avais appris à le faire. « Monsieur, Bianchi m'a fait partir à 19h. » Il releva brusquement la tête et plissa les yeux. « Monsieur Bianchi vous a demandé de me le demander, » ai-je rapidement corrigé. Il a dit que le travail pouvait attendre jusqu'au lendemain matin. Henrik s'est levé et j'ai vu les bouteilles de bière alignées sur le rebord de la fenêtre. 4 soldats vides au garde-à-vous. Mon estomac s'est noué. Il était pire quand il buvait. « Comme c'est attentionné de sa part, » a dit Henrik d'une voix faussement calme. « Toujours si soucieux de ton bien-être. Toujours à te surveiller. J'ai vu comment il te regarde, Serena. »« C'est mon patron, » ai-je dit en gardant une voix calme. « C'est tout ? C'est tout ?» Il a ri d'un rire sec. « Tu me prends pour un idiot ? Tu crois que je ne vois pas ce qui se passe ? » « Il ne se passe rien, » ai-je insisté. Mais même en le disant, j'ai senti le mensonge dans ma gorge. Rien de physique ne s'était passé. Rien de concret. Mais le lien entre Massimo et moi était réel. Il était réel depuis des années, vibrant sous la surface de chaque interaction professionnelle. Henrik a traversé l'espace qui nous séparait en 2 enjambées, sa main se refermant sur mon poignet avec une force brutale. « Ne me mens pas, Henrik, tu me fais mal », ai-je dit en essayant de me dégager. Il a resserré son étreinte, son autre main venant saisir mon autre poignet. « Tu as souri à Marcos aujourd'hui. Tu es resté tard avec Massimo. Qui d'autre ? Serena. Qui d'autre encore ? Personne. » Le déni s'est transformé en un demi-sanglot. « Henrik, s'il te plaît. Tu me fais mal. » Mais il n'écoutait pas. Il ne me voyait plus. Sa jalousie était devenue une entité à part entière, consumant l'homme que j'avais autrefois aimé. Ses doigts s'enfonçaient dans mes poignets avec une telle force que je savais qu'il y aurait des marques, des taches sombres violettes et jaunes qui mettraient des semaines à disparaître. « Tu es à moi » siffla-t-il, son visage à quelques centimètres du mien. « À moi, Serena. Pas à Massimo, pas à Marcos, pas à quelqu'un d'autre. Quand vas-tu enfin comprendre cela ?» J'essayai de me dégager, et sa main se leva, me frappant le visage avec suffisamment de force pour faire basculer ma tête sur le côté. Le choc me paralysa sur place. Ma joue me brûlait. Mes oreilles bourdonnaient. Il ne m'avait jamais frappé auparavant. Il m'avait saisi, oui. Il m'avait serré trop fort. Oui. Mais il ne m'avait jamais frappé. Nous nous sommes regardés dans le silence soudain, tous 2 haletants. J'ai vu le moment où la réalité l'a rattrapé. J'ai vu l'horreur fleurir dans ses yeux lorsqu'il a réalisé ce qu'il avait fait. « Serena », a-t-il murmuré en tendant la main vers moi. « Mon Dieu, je suis désolé. Je ne voulais pas... » Je trébuchai en arrière, portant ma main à mon visage, les larmes coulant sur mes joues. « Ne me touche pas. Je suis désolé, » répéta-t-il, la voix brisée. « Je suis tellement désolé. C'est juste que quand je pense à toi avec quelqu'un d'autre, je ne peux pas. Je t'aime tellement. Ça me rend fou. Mais ce n'était pas de l'amour. Je l'ai enfin compris. » Debout là, le visage palpitant et les poignets déjà couverts d'ecchymoses. C'était de la possession, du contrôle, une chose malsaine et tordue qui avait lentement remplacé la relation que nous avions autrefois.
« Je veux que tu partes », ai-je dit d'une voix étonnamment calme. Tout de suite. « Serena, s'il te plaît, sors. » Le cri s'est échappé de ma gorge. « Sors maintenant, ou j'appelle la police. » Il m'a regardé longuement, puis a attrapé sa veste et ses clés. « Ce n'est pas fini, » a-t-il dit en se dirigeant vers la porte. « Tu es bouleversée, mais nous parlerons demain. Tu verras. Nous sommes bien ensemble, Serena. Nous sommes faits l'un pour l'autre. » La porte a claqué, et je me suis retrouvé seul. Je me suis effondré sur le sol, le dos contre le mur, tout mon corps tremblant. Mon téléphone était dans ma main avant même que je ne prenne la décision consciente de le saisir. Pas le 911, pas ma sœur qui vivait à 3 états de là, pas ma mère qui m'avait mise en garde contre Henrik dès le début. J'ai fait défiler mes contacts avec des doigts tremblants jusqu'à ce que je trouve le numéro que je n'avais jamais appelé, celui que j'avais enregistré il y a 2 ans après que Massimo m'ait donné son numéro de portable personnel en cas d'urgence. Mon pouce a plané au-dessus du bouton d'appel. Il était plus de 21 heures. Il devait être rentré chez lui à cette heure-là, peut-être en train de dîner, peut-être en train de recevoir des invités. Que pourrais-je bien lui dire ? Mon petit ami m'a frappé, et tu es la seule personne à qui je pense à appeler. Mais les ecchymoses sur mes poignets ressortaient déjà clairement sur ma peau. Ma joue palpitait à chaque battement de cœur, et j'étais terrifié à l'idée qu'Henrik revienne, qu'il fasse plus que m'attraper, plus que me frapper la prochaine fois. J'ai appuyé sur « Appeler ». Le téléphone a sonné 1 fois, 2 fois. Serena. La voix de Massimo retentit, alerte malgré l'heure tardive. Qu'est-ce qui ne va pas ? Le simple fait d'entendre mon nom prononcé avec son accent, son inquiétude immédiate, sans préambule ni faux semblant, brisa quelque chose en moi. « Tu peux venir me chercher ?» murmurai-je. « J'ai besoin. Je ne peux pas. »« Tu peux venir me chercher ? » ?»« Où es-tu » Sa voix avait changé. Elle était devenue dure et concentrée. Chez moi, dans mon appartement. « Mais Henrik pourrait revenir. »« Et je verrouille la porte, » m'interrompit-il. Et je pouvais entendre du bruit en arrière-plan, des clés qui tintaient. « Verrouille tout. Je suis à 10 minutes. Reste au téléphone avec moi. » Je trébuchais jusqu'à la porte, engageant le verrou et la chaîne avec des mains tremblantes. « Ok, » ai-je soufflé. « Ok, c'est verrouillé. » Que s'est-il passé, Serena ? La question était douce mais insistante. Nous nous sommes disputés à propos du travail, à propos de Marcos, à propos de... Je ne pouvais pas le dire, à propos de toi. Je ne pouvais pas admettre que la jalousie d'Henrik envers Massimo avait été le fond de toutes nos disputes depuis des mois. Il m'a attrapé, il m'a frappé. Je lui ai dit de partir. Mais je ne sais pas s'il restera loin. Le silence à l'autre bout du fil était si complet que j'ai cru que la communication avait été coupée. Puis, d'une voix que je ne lui avais jamais entendue auparavant, froide et absolument meurtrière, il m'a dit « Fais ta valise. Assez pour quelques jours. Tu ne restes pas là ce soir. » Massimo. « Monsieur Bianchi peut attendre jusqu'à demain, » a-t-il dit, et je pouvais entendre le léger sourire dans sa voix malgré la fermeté sous-jacente. « Pour l'instant, je suis juste Massimo, et tu es Serena, et tu m'as appelé. Alors fais ta valise, Cara. Je suis à 8 minutes. » J'ai traversé l'appartement dans un état second, jetant des vêtements et des articles de toilette dans mon sac de travail. Mes mains tremblaient encore. L'adrénaline et la peur rendaient tout irréel, distant. 7 minutes, 6, 5. Un coup à la porte m'a fait sursauter. Mon cœur battait à tout rompre. Serena, c'est moi. La voix de Massimo. J'ai tâtonné avec les serrures, ouvrant la porte pour le trouver debout là, vêtu d'un jean et d'un t-shirt noir, les cheveux légèrement ébouriffés, comme s'il avait simplement attrapé ses clés et s'était enfui. Derrière lui se tenait Dante, l'un de ses hommes, surveillant le couloir d'un œil alerte. Le regard de Massimo s'est d'abord posé sur les ecchymoses sur mes poignets, puis s'est déplacé vers mon visage, vers la marque laissée par la main d'Henrik. Quelque chose de terrible et de sombre a traversé son expression, si fugace que j'aurais pu l'imaginer. « Allons-y », dit-il doucement en prenant mon sac de mes mains engourdies, et comme je n'avais nulle part où aller, personne vers qui me tourner, je le suivis dans la nuit. La voiture de Massimo était une élégante Mercedes noire, dont l'intérieur sentait le cuir et cette subtile eau de Cologne que je remarquais chaque fois qu'il passait devant mon bureau. Dante conduisait tandis que Massimo était assis à l'arrière avec moi,
gardant une distance prudente même si ses yeux cataloguaient chaque ecchymose visible. « Où allons-nous » demandai-je, ma voix semblant faible dans le véhicule silencieux. « Dans un endroit sûr, » répondit-il. « Chez moi. J'ai des gardes là-bas. De l'espace. Tu auras ta propre suite. Une intimité totale. Henrik ne pourra pas t'atteindre. » J'aurais dû protester. J'aurais dû insister pour aller à l'hôtel, chez un ami, n'importe où, pour ne pas brouiller davantage les frontières entre employeur et employé. Mais la fatigue s'était installée dans mes os. Et l'idée de me retrouver seul dans une chambre d'hôtel anonyme, sursautant au moindre bruit, me serrait la gorge de panique. « D'accord, » murmurai-je. « Merci. » Il serra les mâchoires, mais se contenta d'acquiescer. « Nous devons documenter les blessures pour le rapport de police. » « Je ne vais pas porter plainte, » répondis-je automatiquement. L'idée de devoir traiter avec des policiers, de m'asseoir sous les lumières crues du commissariat, de raconter chaque détail humiliant, me rendait malade. La main de Massimo fit un mouvement comme pour atteindre la mienne, puis s'arrêta, se posant sur le siège entre nous. « Serena, il t'a agressée. Ce n'est pas quelque chose qui disparaîtra simplement parce que tu l'ignores. Je sais ce qu'il a fait, dis-je, la colère vacillant sous la peur. Mais je sais aussi comment ces choses se passent. Il dira que je mens, que j'essaie de le ruiner. Sa famille a des relations dans le monde de la finance. Je serai la petite amie méprisée qui porte de fausses accusations. Tu ne mens pas, dit Massimo doucement. Et tu n'es pas rejetée. Tu es une femme qui a été agressée par quelqu'un qui aurait dû te protéger. Les larmes me brûlaient les yeux. C'est compliqué. Non, Cara. En fait, c'est très simple. Il t'a fait du mal. C'est un crime. Le reste n'est que du bruit. Mais ce n'était pas simple. Pas quand ma vie était intimement liée à celle d'Henrik de 1000 petites façons. Le bail de l'appartement était à nos deux noms. Nous avions un compte bancaire commun qu'il avait insisté pour ouvrir 6 mois auparavant afin de faciliter la gestion des factures. Ma voiture était techniquement la sienne. Un cadeau qu'il m'avait fait l'année dernière lorsque la mienne était tombée en panne, même si le titre de propriété était toujours à son nom. Le quitter signifiait démêler tout cela. Cela signifiait repartir de zéro avec rien d'autre que mon salaire et ce que je pourrais sauver des décombres. Nous avons franchi un portail de sécurité pour entrer dans un parking souterrain. Je savais que Massimo était riche. Mais le bâtiment dans lequel nous sommes entrés était tout autre chose. Des sols en marbre, des œuvres d'art modernes, un portier qui nous saluait respectueusement de la tête à notre passage. Le penthouse occupait tout le dernier étage. Massimo m'a fait entrer dans un salon qui semblait entièrement composé de fenêtres et de lignes épurées, puis nous avons traversé une cuisine qui semblait tout droit sortie d'un magazine, pour arriver dans une suite d'invités plus grande que l'appartement que je partageais avec Henrik. « La salle de bain est là-bas », m'a-t-il dit en posant mon sac sur le banc au pied du lit. « Il y a des serviettes propres dans le placard et des articles de toilette sous le lavabo si tu as besoin de quelque chose. Ma chambre est à l'autre bout du penthouse. Dante sera posté devant la porte principale. Vous êtes en sécurité ici, Serena. » J'acquiesçai, soudain incapable de parler à cause de la boule que j'avais dans la gorge. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Je sais que vous ne voulez pas porter plainte à la police ce soir, mais me laisserez-vous appeler mon médecin pour qu'il vous examine, afin de s'assurer que vous n'avez rien de cassé ou de gravement endommagé ? S'il vous plaît. » Il me désarma. Massimo Bianchi, qui commandait un empire qui rendait les hommes nerveux d'un seul regard, me demandait plutôt qu'il n'exigeait. « D'accord, » ai-je accepté doucement. 30 minutes plus tard, j'étais assise sur le bord du lit tandis que le docteur Peruzzo, une femme élégante d'une 50aine d'années, examinait doucement mes poignets et mon visage. Elle parlait peu pendant qu'elle travaillait. Ses gestes étaient professionnels et prudents, mais sa bouche s'est crispée lorsqu'elle a vu l'étendue des ecchymoses. « Pas de fracture, » dit-elle finalement en éteignant sa lampe stylo, « mais des lésions importantes des tissus mous. Cela va faire mal pendant plusieurs jours, et ça va empirer avant de s'améliorer. De la glace pendant les 48 premières heures, puis de la chaleur. Je vais vous donner quelque chose pour la douleur et quelque chose pour vous aider à dormir. » « Je ne veux pas être drogué, protestai-je. Son expression s'adoucit.
Pas drogué, juste aidé. Faites-moi confiance. Vous aurez envie de dormir cette nuit et votre corps ne vous laissera pas faire sans aide. Il y a encore trop d'adrénaline dans votre organisme. » Elle avait raison, bien sûr. Mes mains tremblaient encore. Mon cœur battait toujours à toute vitesse, même si j'étais en sécurité derrière des portes verrouillées et des systèmes de sécurité. Après le départ du docteur Caruso, je suis resté longtemps sous la douche, laissant l'eau chaude emporter la sensation des mains d'Henrik sur ma peau. Mes poignets me faisaient mal. Mon visage me lançait. Mais le pire était de savoir à quel point j'avais été trompé. Quand le charmant photographe dont j'étais tombée amoureuse s'était-il transformé en quelqu'un capable de me frapper? Ou en avait-il toujours été capable? Et j'avais simplement refusé de voir les signes. Je suis sorti de la salle de bain en pyjama et j'ai trouvé Massimo dans le salon, debout près de la fenêtre, un verre de ce qui semblait être du whisky à la main. Il avait enfilé un pantalon de survêtement sombre et un t-shirt, il était pieds nus, et j'ai été frappé par à quel point il était différent de l'homme d'affaires contrôlé que je voyais tous les jours au bureau. « Le docteur Caruso a dit que tu devrais prendre les analgésiques », a-t-il dit sans se retourner. « Je le ferai. » Je restai dans l'embrasure de la porte, indécise. « Massimo, je ne sais pas comment te remercier pour cela. » Il finit par se tourner vers moi, le visage impassible. « Ne me remercie pas, Serena. C'est ce que ferait n'importe quelle personne dotée d'un minimum de décence. Le fait que tu penses devoir me remercier montre à quel point Henrik a placé la barre bas. » Je tressaillis en entendant ce nom, en entendant la vérité amère dans les paroles de Massimo. Il le remarqua. « Bien sûr. Je suis désolé. C'était dur. »« C'était honnête, » dis-je en m'avançant dans la pièce. La ville scintillait sous nos pieds. Des milliers de lumières dans l'obscurité. Je n'arrête pas de me demander comment j'ai pu ne pas le voir. Les signes étaient là. Je ne voulais simplement pas les voir. Massimo resta silencieux pendant un long moment. Nous voyons ce que nous voulons voir, surtout chez les personnes qui nous sont chères. Ce n'est pas une faiblesse, Cara. C'est simplement humain. Quand cela a-t-il commencé? J'ai posé la question plus à moi-même qu'à lui. La jalousie, le comportement contrôlant. Était-ce toujours là ou ai-je manqué le moment où cela a changé? Est-ce important? Sa voix était douce. L'important, c'est que tu en sois sorti. Tu as appelé à l'aide. Cela demande du courage. J'ai ri d'un rire brisé. Je ne me sentais pas courageuse. J'étais terrifiée. J'ai toujours peur d'Henrik. De tout, ai-je admis, de ce qui va suivre, d'être seule. J'ai laissé ma phrase en suspens, incapable d'exprimer mon autre peur. Celle qui n'avait rien à voir avec Henrik et tout à voir avec l'homme qui se tenait en face de moi. « Vous n'êtes pas seul, » dit Massimo fermement. « Et vous ne le serez pas. Tout ce dont vous avez besoin pour reconstruire votre vie, vous l'aurez. Un endroit où rester aussi longtemps que vous le souhaitez. Une aide juridique si vous décidez de porter plainte. Une protection si vous ne vous sentez pas en sécurité. Tout cela. Sans condition. Sans condition. » Ces mots auraient dû me rassurer, mais au contraire, ils me faisaient mal au cœur. Parce qu'une partie de moi voulait qu'il y ait des conditions. Je voulais comprendre ce que signifiait cette attirance entre nous. Je voulais savoir s'il la ressentait aussi, ou si j'avais imaginé 4 années de regards chargés et de distances prudentes. Mais j'étais à vif et brisé, debout dans son appartement-terrasse, vêtu d'un pyjama emprunté, le corps couvert d'échymose. Quoi qu'il y ait eu entre nous, cela devrait attendre que je puisse à nouveau me faire confiance, que je cesse de fuir un homme pour me jeter dans les bras d'un autre. « Merci », répétai-je, car je ne trouvais pas d'autres mots. « Pour tout » acquiesça-t-il en vidant son verre de whisky. « Dors un peu, Serena. Demain sera plus facile. » Je me suis retiré dans la suite d'invités. J'ai pris les médicaments que le docteur Caruso avait laissés, et je me suis glissé dans un lit beaucoup trop grand et beaucoup trop confortable. Le sommeil m'a envahi malgré mes pensées agitées. Les médicaments faisant leur effet, ma dernière pensée consciente fut celle de Massimo, debout devant ses fenêtres, regardant sa ville, et la façon dont il avait prononcé mon nom comme une bénédiction.
Je me suis réveillé avec la lumière du soleil qui filtrait à travers des fenêtres inconnues et un moment de désorientation avant que tout ne me revienne en mémoire. Les mains d'Henrik, la gifle, la voix de Massimo au téléphone, calme et assuré, le penthouse, la sécurité, la fuite. Mon téléphone était posé sur la table de chevet. Je l'ai attrapé avec appréhension. 17 appels manqués de Henrik. 23 SMS passant des excuses à la colère, puis aux menaces. Je sais où tu es. Tu penses que Bianche peut te protéger? Tu penses que le fait de te réfugier chez lui prouve que tu n'étais pas lui? Tu fais une énorme erreur, Serena. Reviens à la maison et nous pourrons régler ça. Je te trouverai. Tu ne peux pas te cacher de moi. Mes mains tremblaient tandis que je lisais ces messages. La peur me nouait l'estomac. Mais sous la peur, il y avait autre chose. Quelque chose de plus dur et de plus froid. De la colère. Comment osait-il? Comment osait-il me faire du mal et ensuite agir comme si c'était moi qui l'avais trahi? Comment osait-il me menacer parce que je cherchais à me mettre en sécurité? Un léger coup à la porte me fit sursauter. « Serena, tu es réveillée » La voix de Massimo, prudente, respectueuse. « Oui » ai-je répondu. « 1 minute. » J'ai trouvé un peignoir dans le placard et je l'ai enfilé avant d'ouvrir la porte. Massimo se tenait là, avec un plateau, du café et ce qui semblait être des viennoiseries soigneusement disposées. « Je ne savais pas trop ce que tu voudrais, » a-t-il dit, son regard balayant mon visage, évaluant les ecchymoses qui s'étaient assombries pendant la nuit. Mais Elena, ma femme de ménage, a insisté pour que j'apporte plusieurs options. La normalité de ce geste, ce petit déjeuner servi comme si nous étions en vacances plutôt qu'en fuite devant mon ex-petit ami violent, m'a serré la gorge. Le café, c'est parfait. Merci. Il posa le plateau sur la petite table près de la fenêtre. Je dois aller au bureau pour quelques heures. Dante sera là, ainsi qu'Elena. Tu es en sécurité, mais je voulais que tu saches où je serai. Je devrais venir avec vous, ai-je dit automatiquement. J'ai du travail. Prenez votre journée, m'a-t-il interrompu gentiment. Reposez-vous, digérez. J'ai déjà dit à Marcos que vous preniez un congé. La mention de Marcos, le collègue dont la conversation innocente avait déclenché la rage d'Enrique, m'a fait frémir. Que lui avez-vous dit? Rien de précis, juste que vous aviez besoin de quelques jours. Votre vie privée vous appartient, Serena. Je ne partagerai pas votre histoire sans votre permission. J'acquiesçais, reconnaissante au-delà des mots. Henrik m'a envoyé des SMS, m'a appelé. Il est en colère. L'expression de Massimo s'assombrit. Bloque-le. Change de numéro si nécessaire. Je peux m'en occuper aujourd'hui. Il trouvera d'autres moyens de me joindre, dis-je avec lassitude. Il sait où je travaille. Il connaît mes habitudes. Alors nous changerons tes habitudes, répondit Massimo. Des horaires différents, un autre trajet pour aller au bureau, une escorte de sécurité si nécessaire. Il n'aura plus le droit de dicter ta vie, Serena. La certitude dans sa voix, la conviction absolue que le pouvoir d'Henrik sur moi pouvait être brisé, me donnait envie de le croire. Mais j'étais avec Henrik depuis 3 ans. J'avais vu sa jalousie passer d'une attention attendrissante à un contrôle étouffant. Je savais qu'il ne me laisserait pas partir comme ça. Je dois récupérer mes affaires à l'appartement, dis-je. Mes documents, mes vêtements, tout. Mais je ne peux pas y aller seul. Tu n'iras pas seul, m'assura Massimo. Donne-moi une liste de ce dont tu as besoin. Dante et Marco t'accompagneront. Ils s'assureront d'abord qu'Henrik n'est pas là. L'efficacité avec laquelle il gérait tout cela aurait dû me rendre nerveuse. C'était le côté de Massimo qui dirigeait un empire, qui déplaçait des pièces sur des échiquiers que je ne pouvais pas voir, qui résolvait des problèmes grâce à des ressources et des relations qui existaient dans l'ombre. Mais au lieu de cela, je ne ressentais qu'un soulagement. Quelqu'un d'autre prenait les choses en main. Quelqu'un en qui j'avais confiance. Quelqu'un qui ne me ferait pas de mal. D'accord, j'ai accepté. Je vais faire une liste. Après le départ de Massimo pour le bureau, je me suis assise à table avec mon café, regardant la ville et essayant d'organiser mes pensées. Je devais appeler ma sœur, régler la question de l'appartement, démêler mes finances de celles d'Henrik. Cette dernière pensée m'a poussé à ouvrir mon application bancaire,
que je n'avais pas consulté depuis des jours. Le compte joint affichait un solde de 347,82 $, en baisse par rapport aux 2 $ que j'avais déposés il y a une semaine avec mon dernier salaire. Mon cœur s'est serré. J'ai cliqué sur les transactions récentes, l'estomac noué en voyant les retraits s'enchaîner. Des avances de fonds, des virements vers des comptes que je ne reconnaissais pas, des achats que je n'avais pas faits. Henrique avait vidé notre compte. J'ai fait défiler plus loin, examinant les tendances des 6 derniers mois depuis l'ouverture de ce compte joint. De l'argent entrait, mon argent provenant de mes salaires, et de l'argent sortait vers des endroits et des comptes que je ne contrôlais pas. Les mains tremblantes, j'ai ouvert mon rapport de solvabilité que je n'avais pas consulté depuis plus d'1 an. 3 nouvelles cartes de crédit que je ne me souvenais pas avoir ouvertes. Un prêt personnel de 15 $ apparaissant comme actif. Un autre prêt de 800 $, en retard de 60 jours. Ma vision s'est brouillée. Cela ne pouvait pas être vrai. Je n'avais pas ouvert ces comptes. Je n'avais pas demandé ces prêts. Mais les documents prouveraient le contraire, n'est-ce pas? Parce qu'Henrique avait accès à tout. Mon numéro de sécurité sociale. Ma date de naissance. Mon adresse. Il vivait avec moi, dormait à mes côtés, photographiait probablement mes documents pendant que je dormais. Je pensais que le pire qu'il ait fait était de me frapper. Je m'étais trompé. Il détruisait systématiquement ma vie financière depuis des mois, peut-être plus. Il utilisait mon nom, mon crédit pour financer. Dieu sait quoi pendant que je travaillais 60 heures par semaine et lui faisais confiance pour gérer nos dépenses communes. Les analgésiques de la nuit dernière cessaient d'agir. Mes poignets me lançaient. Mon visage me faisait mal. Mais rien de tout cela n'était comparable à la rage malsaine qui montait dans ma gorge, alors que je fixais les preuves de la trahison d'Henrique. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé Massimo. Il a répondu dès la première sonnerie. « Serena, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Il m'a volé, » ai-je dit, la voix tremblante de rage plutôt que de peur. « Henrique. Il a utilisé mon identité pour ouvrir des comptes, contracter des emprunts. Je viens de vérifier mon rapport de solvabilité. Il y a près de 25 000 $ de dettes que je n'ai pas autorisées. » Silence, puis cette voix mortelle que j'avais entendue la nuit dernière. Je rentre. Ne fais rien avant mon arrivée. Massimo. 20 minutes. Cara, attends-moi. La ligne a été coupée. Je suis resté assise là, à fixer le désastre financier sur l'écran de mon téléphone, comprenant enfin. Henrique n'était pas seulement contrôlant, il était stratégique. Le compte joint, la voiture à son nom, l'isolement progressif de mes amis et de ma famille, tout cela était destiné à me rendre dépendante, à me piéger, et je l'avais laissé faire. J'avais signé les papiers, ouvert les comptes, lui avais donné accès à tout, mais c'était fini maintenant. Lorsque Massimo est arrivé, j'étais prête, je n'étais pas brisée, je ne pleurais pas, j'étais en colère, concentrée. « Montre-moi », a-t-il simplement dit. Je lui ai tout expliqué, chaque compte frauduleux, chaque prêt non autorisé. Il m'a écouté sans m'interrompre, son expression devenant de plus en plus froide à chaque révélation. « Nous allons appeler la police », a-t-il dit quand j'ai eu fini. Fraude financière, usurpation d'identité. C'est passible de poursuite. C'est ma parole contre la sienne, ai-je protesté. Il dira que j'ai tout autorisé. L'avez-vous fait? Les yeux de Massimo étaient durs. Avez-vous signé ces demandes de prêt? Non, mais alors c'est de la fraude. Et la fraude laisse des traces écrites. Nous allons prendre un avocat, contester chaque accusation, geler votre crédit. Nous allons le détruire, Serena, légalement, complètement. La méchanceté dans sa voix aurait dû m'effrayer. Au lieu de cela, j'ai ressenti une sorte de revanche. Je veux le faire moi-même, ai-je dit. Je veux être celle qui le dénonce, qui rassemble les preuves, qui le regarde faire face aux conséquences. Pouvez-vous m'aider à le faire? L'expression de Massimo s'adoucit imperceptiblement. Oui, Cara, nous t'aiderons à te défendre, et cette fois, tu ne seras pas seule. Pour la première fois depuis que la main d'Henrique m'avait frappé au visage, je ressentis quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Le commissariat sentait le café froid et la bureaucratie. Je m'assis sur une chaise en plastique dur, ma déclaration tapée sur le formulaire devant moi.
les mains encore légèrement tremblantes lorsque je signais mon nom en bas de la page. L'inspectrice Sarah Morrison s'était montrée patiente et professionnelle, posant des questions sans jugement, tandis que je décrivais les abus financiers et les agressions physiques. Les ecchymoses sur mes poignets avaient pris une teinte jaune-vert, mais les photos prises par le docteur Caruso le premier soir étaient taureau-datées et constituaient des preuves cliniques indéniables. L'enquête prendra du temps, m'a prévenu l'inspectrice Morrison, le regard bienveillant derrière ses lunettes à monture métallique. Les affaires de fraude financière sont complexes. Nous devrons demander les relevés bancaires, les demandes de crédit, établir des schémas. Monsieur Silva prétendra probablement que vous avez autorisé ces transactions. Je sais, ai-je répondu, d'une voix plus assurée que je ne me sentais. Mais je ne l'ai pas fait, et je suis prête à le témoigner. Elle a acquiescé, rassemblant les papiers dans un dossier. Je vous tiendrai au courant de l'avancement de l'enquête. En attendant, vous devriez envisager de demander une ordonnance restrictive. L'agression à elle seule la justifie. Je l'avais déjà fait avec l'aide de l'avocat que Massimo avait engagé pour moi. Henrique avait l'interdiction de s'approcher à moins de 150 mètres de moi, de mon lieu de travail ou de l'immeuble de Massimo. Ce n'était pas qu'un bout de papier l'arrêterait s'il était vraiment déterminé. Mais c'était déjà ça. Massimo m'attendait dans le hall, sa présence attirant les regards curieux des agents qui circulaient dans le commissariat. Il portait aujourd'hui son armure professionnelle, un costume sombre qui criait la richesse et le pouvoir. Son expression soigneusement neutre jusqu'à ce que ses yeux croisent les miens. « Comment ça s'est passé ?» m'a-t-il demandé tranquillement, alors que nous marchions vers sa voiture. Elle a répondu « Cela prendra du temps. Ils doivent monter le dossier. » J'ai bouclé ma ceinture de sécurité, l'épuisement s'installant dans mes os. Cela faisait 1 semaine que j'avais quitté mon appartement. 1 semaine de déclaration, d'avocat et de reconstitution lente de l'étendue de la tromperie d'Henrique. Les documents de prêt étaient arrivés la veille, obtenus grâce aux demandes de mon avocat. Ma signature y figurait, ou ce qui ressemblait à ma signature, même si l'analyse graphologique prouverait qu'elle était falsifiée. Des demandes que je n'avais jamais vues, des références que je n'avais jamais fournies, des informations professionnelles qui avaient été falsifiées. Henrique avait été minutieux. Je lui accordais cela. Il avait construit tout un château de cartes financiers en utilisant mon nom comme fondation. « Tu as mangé aujourd'hui » demanda Massimo en sortant du parking. J'essayais de me souvenir. « Un café ce matin ?»« Peut-être quelques toasts, pas vraiment, dit-il d'un ton désapprobateur. Nous nous arrêtons pour déjeuner. Pas de discussion. Le restaurant qu'il choisit est calme, chic, le genre d'endroit où les conversations restent privées et où les serveurs se déplacent comme des fantômes. On nous conduit à une table dans un coin, les menus nous sont présentés avec une efficacité discrète. « Tu dois manger », dit Massimo en m'observant de l'autre côté de la table. « Tu as perdu du poids cette semaine. »« J'ai été stressé », répondis-je en parcourant le menu sans vraiment le voir. Étonnamment, découvrir que votre petit ami s'est rendu coupable d'usurpation d'identité vous coupe l'appétit. « Ex-petit ami », corrigea-t-il doucement. « Oui, ex-petit ami. » Ce mot me semblait encore étranger. 3 années de ma vie avaient disparu. Elle n'avait pas seulement disparu, elle s'était révélée être une escroquerie calculée. Serena. La main de Massimo traversa la table, s'arrêtant juste avant de toucher la mienne. « Tu as le droit d'être en deuil, même s'il se servait de toi, même si tout n'était que mensonge. Tes sentiments étaient réels. Cette perte est réelle. » Des larmes me montèrent aux yeux. C'était inattendu. Je ne sais pas ce que je pleure. La relation que je croyais avoir. La personne que je croyais qu'il était. Ma propre stupidité de ne pas l'avoir vu plus tôt. « Tu n'es pas stupide, » dit Massimo d'une voix ferme. « Tu es confiante, tu es loyale. Ce sont de bonnes qualités, Cara. Le fait qu'Henrique les ait exploitées ne les rend pas faibles. J'ai retenu mes larmes, tendant la main vers mon verre d'eau plutôt que vers la sienne. Maintenant cette distance prudente que nous avions tous deux observée pendant 1 semaine. Vivant sous le même toit, nous voyant au petit déjeuner et au dîner, travaillant dans le même bureau, nous maintenions toujours les limites professionnelles qui nous avaient définies pendant 4 ans.
Sauf que cela devenait de plus en plus difficile. Chaque gentillesse de Massimo, chaque geste protecteur, chaque moment d'attention sincère me rendait plus consciente de ce qui me manquait avec Henrik, de ce avec quoi je m'étais contenté. « Je suis retourné à l'appartement hier, dis-je en changeant de sujet. Avec Dante et Marco, comme tu me l'avais suggéré. » Son expression s'aigrit. Henrique était-il là? Non, mais il y avait été. Je pris une inspiration tremblante. Il avait détruit mes affaires, Massimo. Tout ce que j'avais laissé derrière moi. Mes vêtements déchiquetés. Mes livres déchirés. Des photos brûlées dans l'évier. Les murs étaient criblés de trous. On aurait dit une zone de guerre. Massimo serra les mâchoires, ses mains se crispant sur la table. Dante a pris des photos? Tout. L'avocat a dit que cela aiderait pour l'ordonnance restrictive, que cela prouverait son état mental instable. J'ai ri amèrement, comme si les bleus ne suffisaient pas. « Je suis désolé, dit-il doucement. Je suis désolé que tu aies dû voir ça. Pas moi. » Je l'ai regardé dans les yeux, lui laissant voir la colère que j'avais soigneusement refoulée. Je suis contente de l'avoir vu, car maintenant je sais exactement qui il est. Pas le charmant photographe qui m'avait fait perdre la tête. Pas le petit ami qui prétendait m'aimer tellement que cela le rendait jaloux. Le vrai Henrik, celui qui détruirait tout ce qu'il ne pouvait pas contrôler. Quelque chose a vacillé dans les yeux de Massimo? De l'approbation peut-être? Ou la reconnaissance de la force qu'il avait toujours soupçonnée derrière ma courtoisie professionnelle? Le serveur est arrivé, nous avons commandé, et le moment s'est brisé. Mais l'intensité persistait entre nous, les questions tacites et les limites prudentes, s'amenuisant de jour en jour. J'ai cherché des appartements, ai-je dit une fois le serveur parti. Des petits studios, pour la plupart dans les limites de mon budget. Je ne peux pas rester éternellement dans ton penthouse, Massimo. Ce n'est pas juste pour toi. Son expression s'est crispée. Tu n'es pas un fardeau, Serena. Je n'ai pas dit que je l'étais, mais j'ai besoin de retrouver mon indépendance. Cela signifie avoir mon propre espace, ma propre vie. Tu as été incroyablement généreux, mais reste, m'interrompit-il. Au moins jusqu'à ce que les questions juridiques soient réglées. Jusqu'à ce qu'Henrik soit pris en charge et que tu saches que tu es en sécurité. Le penthouse est plus que suffisamment spacieux. Tu ne déranges personne. Massimo, s'il te plaît. Le mot était calme, presque vulnérable. Laisse-moi m'assurer que tu es en sécurité jusqu'à ce que tout cela soit terminé. J'aurais dû insister. J'aurais dû maintenir la distance, la bienséance. Mais l'idée d'être seul dans un studio, sursautant à chaque bruit, me demandant si Henrik m'avait trouvé. Je n'étais pas encore assez courageuse. D'accord, j'ai accepté doucement, jusqu'à ce que tout soit terminé. Notre repas est arrivé, et nous avons mangé dans un silence complice. Ce n'est que lorsque nous sommes partis, la main de Massimo dans le creux de mon dos me guidant à travers le restaurant, que j'ai remarqué la femme qui nous observait de l'autre côté de la salle. La trentaine, un tailleur coûteux, les yeux vifs d'intérêt. Elle a levé son verre de vin dans un toast moqueur lorsqu'elle a croisé mon regard, son sourire complice. « Qui est-ce » ai-je demandé une fois dehors. « Giuliana Rosi » répondit Massimo d'un ton neutre. « Elle dirige les opérations pour la famille Carlotti. » Je m'arrêtai de marcher. La famille Carlotti, comme dans la famille mafieuse qui contrôlerait le sud de la ville, soupira-t-il. Oui. Et elle nous observait. Pourquoi? Parce que tu vis avec moi. Parce que tu as quitté Henrik. Parce que dans cette ville, tout a une valeur monétaire. Et les informations me concernant ont de la valeur. Il m'ouvrit la portière de la voiture. Ne t'inquiète pas pour Giuliana. Elle ne représente pas une menace pour toi. Mais je m'inquiétais parce que je commençais à comprendre le monde dans lequel vivait Massimo. Un monde où la violence était un commerce, et où le commerce était une guerre menée avec des sourires et des costumes coûteux. Un monde où ma présence dans sa vie pouvait être interprétée comme une faiblesse, une distraction, une opportunité. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Allongé dans la chambre d'amis, je fixais le plafond,
repassant dans ma tête tout ce que le détective Morrison avait dit, tout ce que l'avocat avait expliqué, toutes les façons dont cela pouvait mal tourner. Un léger coup à ma porte m'a fait me redresser. « Serena, j'ai vu ta lumière. Tu vas bien ?» La voix de Massimo, inquiète. J'aurais dû dire que j'allais bien. Le renvoyer. Maintenir les limites. Au lieu de cela, j'ai ouvert la porte. Il se tenait là, en pantalon de survêtement et t-shirt, les cheveux ébouriffés, plus humain que je ne l'avais jamais vu. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il. Trop de pensées, je fis un geste vague. Mon cerveau ne s'arrête pas. « Tu veux de la compagnie ? Juste pour parler ?» Il a dû voir l'hésitation sur mon visage, car il ajouta rapidement « On peut s'asseoir dans le salon. Je vais faire du thé. » Très correct et honnête. J'ai souri malgré tout. « D'accord, une tasse de thé, ça me va. » Nous nous sommes assis aux deux extrémités de son canapé en cuir, une tasse de camomille réchauffant nos mains, la ville scintillant derrière les fenêtres. Cela m'a rappelé cette première nuit, debout devant ces mêmes fenêtres, tous deux prenant soin de ne pas parler de l'électricité qui circulait entre nous. « Raconte-moi quelque chose sur toi qui n'ait rien à voir avec le travail, ou Henrik. Massimo a dit quelque chose juste pour toi. » J'y ai réfléchi. Je peignais surtout à l'aquarelle. Des paysages, des abstractions. J'avais tout mon matériel dans mon appartement avant qu'Henrik n'emménage. Il trouvait que ça prenait trop de place. Alors j'ai tout rangé. Je n'ai pas peint depuis près de 2 ans. Pourquoi as-tu arrêté ? Il disait que c'était une perte de temps, que je n'étais pas très doué. Bref, j'ai ri sans humour. C'est drôle comme je l'ai laissé me convaincre de ça. J'adorais ça. Massimo gardait un visage impassible. J'ai un studio dans l'immeuble. Il sert juste de débarras pour l'instant, mais il est très lumineux. Tu pourrais l'aménager comme tu veux. Massimo, tu as déjà fait tellement. Ce n'est pas de la charité, Serena. C'est un rappel. Il s'est penché en avant, le regard intense. Tu avais une vie avant lui. Des centres d'intérêt, des passions, des rêves. Ne le laisse pas te les prendre aussi. Ces mots m'ont touché au plus profond de moi. Car Henrik ne m'avait pas seulement pris mon argent et ma sécurité. Il m'avait pris une partie de moi-même, des morceaux que j'avais volontairement abandonnés pour maintenir la paix, pour le rendre heureux, pour éviter sa jalousie. « Je veux récupérer ces morceaux, murmurai-je. Je veux redevenir moi-même. »« Alors reprends-les, » dit simplement Massimo. « Peins. Reste éveillé tard pour lire. Fais tout ce qui te fait te sentir vivante. Tu as le droit de prendre de la place, Cara. Tu as le droit d'exister pleinement. » Je posai ma tasse de thé, les mains tremblantes. « Pourquoi fais-tu tout cela ? Tu aurais pu simplement me laisser rester dans la chambre d'amis et en rester là. Mais tu m'aides avec les avocats, avec la sécurité, avec la reconstruction de ma vie. » « Pourquoi ? » Il est resté silencieux pendant un long moment, le regard baissé vers sa tasse. « Parce que je t'ai observé pendant 4 ans, a-t-il fini par dire. Je t'ai vu te ternir, te rapetisser, t'adapter à quelqu'un qui ne te méritait pas. Et je n'ai rien dit parce que tu n'étais pas à moi pour que je te protège. Mais tu m'as appelé cette nuit-là. Tu as choisi de me faire confiance. Et je ne trahirai pas cette confiance. C'est tout ? Ai-je demandé d'une voix à peine audible. La responsabilité ? Ses yeux ont croisé les miens et leur intensité m'a coupé le souffle. Non, Serena, ce n'est pas tout. Cette confession est restée suspendue entre nous, lourde de sens et d'implications. J'aurais dû prendre mes distances. J'aurais dû me replier vers un terrain plus sûr. Mais j'étais fatigué d'être prudente, de protéger les sentiments des autres tout en ignorant les miens. « Alors qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. Il a posé sa tasse et s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. Je me suis dit pendant 4 ans que tu étais hors limite, que tu appartenais à quelqu'un d'autre, que mon intérêt pour toi était inapproprié. Puis tu m'as appelé, et tout ce que je refusais d'admettre est devenu impossible à ignorer. Massimo. Mais tu es vulnérable en ce moment. Il a continué. Tu te remets d'un traumatisme. La dernière chose dont tu as besoin,
c'est que je complique les choses avec des sentiments que tu ne partages peut-être pas et auxquels tu n'es peut-être pas prête, même si c'était le cas. Mon cœur battait à tout rompre contre ma poitrine. Et si je te disais que je les partageais, que je ressentais cette attirance entre nous depuis des années, ses yeux s'assombrirent. Alors je te dirais de prendre ton temps, de guérir, de te rappeler qui tu es sans l'ombre d'Henrik. Et quand tu seras prête, quand tu seras sûre, nous parlerons de ce que cela pourrait être. C'était la bonne réponse. La réponse respectueuse, la réponse qui prouvait que tout ce que j'avais ressenti à propos de Massimo Bianchi était vrai. Il pouvait être patient, il pouvait faire passer mes besoins avant ses désirs. Mais bon sang, c'était difficile d'être raisonnable quand il me regardait comme ça. Je devrais aller me coucher, dis-je en me levant, les jambes tremblantes. Essayer de dormir. Il acquiesça et se leva également. Serena, pour ce que ça vaut, je pense que tu es incroyablement courageuse. Ce que tu fais, affronter Henrik au tribunal, reconstruire ta vie, ça demande du courage. Je m'arrêtai sur le seuil. Je ne me sens pas courageuse. Je me sens en colère. La colère peut être productive, dit-il doucement. Utilise-la. Canalise-la. Fais-lui regretter de t'avoir sous-estimé. Cette nuit-là, j'ai rêvé de salles d'audience et de menottes. Du visage d'Henrik lorsqu'il réaliserait que j'avais rassemblé suffisamment de preuves pour le détruire, d'une liberté qui avait le goût de la pluie printanière et d'un nouveau départ. À mon réveil, je savais ce que je devais faire. L'enquête prendrait des mois, avait dit l'inspecteur Morrison, mais je n'avais pas à attendre passivement. Je pouvais rassembler mes propres preuves, tout documenter, monter un dossier si solide qu'Henrik n'aurait d'autre choix que d'en assumer les conséquences. J'ai passé les 3 mois suivants à faire exactement cela. L'enquêteur chargé des fraudes s'appelait Thomas Brennan, et il avait les yeux fatigués de quelqu'un qui avait vu toutes les escroqueries que l'humanité pouvait imaginer. Il était assis en face de moi dans la salle de conférence de Bianchi Imports. Mes preuves méticuleusement organisées étaient étalées entre nous. « C'est un travail impressionnant, mademoiselle Costa », a-t-il déclaré en feuilletant la chronologie que j'avais créée. Chaque demande de prêt, chaque carte de crédit ouverte à mon nom, chaque retrait de notre compte joint, tout est documenté et référencé. Vous devriez envisager une carrière dans la comptabilité judiciaire. Je voulais juste m'assurer qu'il n'y avait pas de lacunes, ai-je répondu. Rien qu'Henrik puisse exploiter. 3 mois depuis que j'avais déposé plainte à la police. 3 mois passés à rassembler des déclarations, à photocopier des documents, à monter un dossier inattaquable. Le procureur avait chargé Thomas de vérifier mes affirmations, afin de déterminer s'il y avait suffisamment de preuves pour inculper Henrik d'usurpation d'identité et de fraude. D'après son expression lorsqu'il examina mon travail, je pensais qu'il y avait... « Les résultats de l'analyse graphologique sont arrivés, dit Thomas en sortant un autre dossier. Les signatures sur ces demandes de prêt ne sont pas les vôtres. L'expert est prêt à témoigner en ce sens devant le tribunal. » Un immense soulagement m'envahit. « Vous me croyez donc, mademoiselle Costa ? Je vous ai cru dès notre première rencontre, mais croire ne suffit pas. Nous avons besoin de preuves qui résistent à un contre-interrogatoire, et vous nous les avez fournies en abondance. » Il referma le dossier. Je recommande des poursuites pour plusieurs chefs d'accusation. Usurpation d'identité, fraude, falsification. L'affaire sera portée devant le grand jury dans le mois qui vient. Mes mains tremblaient tandis que j'assimilais ces paroles. C'était vraiment en train de se produire. Henriki allait en subir les conséquences. La justice, la vraie justice, pas seulement ma colère et ma douleur. Que va-t-il se passer ensuite, demandai-je. Le grand jury examinera les preuves et déterminera s'il y a des motifs valables. S'il décide de l'inculper, et je pense que ce sera le cas, Henrik sera arrêté et traduit en justice. Il sera probablement libéré sous caution, mais il risque une lourde peine de prison s'il est condamné. La prison ? Ce mot me pesait sur l'estomac. Une partie de moi voulait avoir pitié de lui, de la vie qu'il était sur le point de perdre. Mais je me suis souvenu des bleus, de l'appartement saccagé, des 25 000 $ de dettes frauduleuses qu'il m'avait fait endosser. Il avait fait ses choix. Il allait maintenant en subir les conséquences. « Merci, ai-je dit à Thomas, d'avoir pris cette affaire au sérieux.
Il m'a souri d'un air las. Merci d'avoir fait mon travail à ma place. Dans la moitié des affaires sur lesquelles je travaille, les victimes ne peuvent ou ne veulent pas rassembler de preuves. Vous m'avez facilité la tâche. Après son départ, je me suis assise dans la salle de conférence et j'ai regardé les piles de papier que j'avais soigneusement classées. 3 mois de ma vie condensés dans des dossiers de preuves. 3 mois de guérison. De séances de thérapie avec le docteur Reeves. D'apprentissage progressif pour retrouver confiance en mon propre jugement. 3 mois pendant lesquels Massimo a maintenu une distance respectueuse, tout en devenant la présence la plus stable de ma vie. Un léger coup à la porte annonça son arrivée. Thomas avait l'air satisfait, observa Massimo, appuyé contre le cadre de la porte. Bonne nouvelle. Il recommande des poursuites. Grand jury dans le mois. Je levai les yeux vers lui. Ça y est, ça arrive vraiment. Il s'approcha de moi, posa sa main sur mon épaule, un geste délicat qui me réchauffa tout le corps. C'est toi qui as fait ça, Serena. Tu t'es battue. Je suis fier de toi. Ces mots simples me mirent les larmes aux yeux. Quand quelqu'un m'avait-il dit pour la dernière fois qu'il était fier de moi? Henrique ne l'avait certainement jamais fait. Il s'agissait toujours de critiques déguisées en préoccupation, de plaintes masquées en attention. Je n'aurais pas pu y arriver sans toi, dis-je sincèrement. L'avocat, la sécurité, l'endroit où loger pendant que je réfléchissais à tout ça. C'est toi qui as fait tout le travail, insista Massimo. Je t'ai juste fourni des ressources. Ton courage, ta détermination, tout ça venait de toi. Je me suis levé, j'avais besoin de bouger pour gérer le flot d'émotions qui menaçait de me submerger. J'ai réfléchi à la suite. Après le procès, quand tout sera réglé, sa main s'est retirée de mon épaule, me laissant de l'espace. Je pense que je dois partir. Ces mots m'ont fait mal, mais ils me semblaient nécessaires. Pas l'entreprise, pas la ville, juste ton appartement. J'ai besoin de me prouver que je peux me débrouiller seul. Quelque chose a vacillé dans son expression, trop rapidement pour que je puisse le déchiffrer. Tu n'as rien à prouver, Cara. Si, à moi-même, si personne d'autre. Je me suis tourné vers lui. Vivre avec toi a été merveilleux. Je me suis senti en sécurité, mais je ne peux pas retrouver mon indépendance en dépendant de la tienne. Est-ce que ça a du sens? Il resta silencieux pendant un long moment, ses yeux sombres scrutant les miens. Oui, dit-il finalement. Ça a tout à fait du sens. Quand pensais-tu partir? Après le procès? Une fois qu'on se sera occupé d'Henrique, et que je saurai qu'il ne peut plus me faire de mal, je pris une inspiration. J'ai trouvé un endroit, un 2 pièces à Westbrook, près du parc. C'est petit, abordable, à moi. Tu as déjà signé un bail? Il y avait quelque chose de prudent dans sa voix. Pas encore. Je voulais d'abord t'en parler. M'assurer que tu comprenais bien qu'il ne s'agit pas de toi, ni de nous. Il s'agit de moi, de mon besoin de voler de mes propres ailes. Massimo s'est approché, sa main venant caresser ma joue. Le premier contact vraiment intime depuis des mois. Serena, j'ai attendu 4 ans, je peux attendre encore pendant que tu te retrouves. Prends ton appartement, construis ta vie. Je ne vais nulle part. La certitude dans sa voix, la promesse implicite dans ses mots m'ont coupé le souffle. Et quand je serai prête, quand j'aurai prouvé que je peux être indépendante. Son pouce a effleuré ma pommette doucement et de manière dévastatrice. Alors nous verrons ce que cela pourrait être. Sans l'ombre d'Henrique, sans le déséquilibre des pouvoirs entre employeurs et employés. Juste Massimo et Serena, cherchant à savoir si ce que nous ressentons est réel. Je me suis penché vers lui, m'autorisant ce moment de faiblesse. Ça semble réel. Je sais, Cara. Mais je veux que tu sois sûre. Je veux que tu me choisisses, non pas parce que je t'ai sauvé, mais parce que tu me veux. Tout mon être, y compris les parties qui ne sont ni sûres ni respectables. Le souvenir de qui il était, de ce qu'il avait fait, aurait dû me faire réfléchir. Mais je savais depuis 4 ans que Massimo Biani opérait dans l'ombre, que son empire était bâti sur des choses que j'avais choisi de ne pas examiner de trop près.
Je ne suis plus naïve, ai-je dit. Je sais exactement qui tu es, et je choisis quand même de rester. Son sourire était lent, dévastateur. Alors finis ce que tu as commencé. Mets Henrik derrière les barreaux. Prends ton appartement. Reconstruis ta vie, et quand tu seras prête, vraiment prête, reviens vers moi. Le baiser qu'il déposa sur mon front était chaste, respectueux, une promesse de choses à venir. Puis il a reculé, rétablissant cette distance prudente. « J'ai une réunion », a-t-il dit d'une voix plus rauque que d'habitude. « Mais Serena, tout ce dont tu as besoin pendant ta transition vers ton nouvel appartement, c'est à toi. Les déménageurs, les meubles, tout ce qui te mettra à l'aise. Je peux m'en occuper, ai-je protesté automatiquement. Son sourire était entendu. Je sais que tu peux, mais tu n'es pas obligé. Laisse-moi t'aider. Même si ce n'est que pour engager les déménageurs, afin que tu n'aies pas à descendre 3 étages avec des cartons. J'ai ri malgré tout. D'accord, les déménageurs, j'accepte. Le grand jury a inculpé Henrik 2 semaines plus tard, 4 chefs d'accusation pour usurpation d'identité, 3 pour fraude, 2 pour faux et usage de faux. Sa caution a été fixée à 50 000 $, que ses parents ont payé. Leur déception était évidente lorsque je les ai aperçus en train de quitter le tribunal. Il a reçu l'ordre de rester loin de moi, de remettre son passeport et de se présenter chaque semaine à son agent de probation. Le procès était prévu dans 6 semaines. J'ai signé le bail de mon appartement à Westbrook le jour même. Le jour du déménagement est arrivé, avec les couleurs de l'automne qui peignant les arbres et un air vif qui annonçait l'hiver. Fidèle à sa parole, Massimo avait fait appel à des déménageurs professionnels qui ont manipulé mes quelques possessions avec soin. L'appartement était petit mais lumineux, avec des fenêtres donnant sur le parc et un parquet qui craquait agréablement sous mes pieds. Il sentait la peinture fraîche et les possibilités. « C'est parfait », ai-je dit à Elena, la femme de ménage de Massimo, qui avait insisté pour m'aider à déballer mes affaires. Petit, mais à moi. Elle a souri, ses mains burinées pliant mes vêtements avec une efficacité acquise par l'habitude. « Monsieur Bianchi m'a demandé de remplir votre cuisine. J'espère que cela ne vous dérange pas. Des produits de base, du café, du pain, quelques légumes. J'aurais dû protester. J'aurais dû insister pour le faire moi-même. Mais l'idée de rentrer chez moi et de trouver une cuisine bien remplie, de ne pas avoir à faire les courses le premier soir, était trop séduisante. Merci, Elena. C'est très gentil. Elle s'est interrompue dans son pliage, me regardant avec des yeux qui avaient vu des décennies d'affaires de la famille Bianchi. C'est un homme bon, Serena, sous toutes ses apparences. Ne laisse pas le monde te dire le contraire. Je sais qu'il l'est, ai-je dit doucement. Cette nuit-là, seul dans mon nouvel appartement pour la première fois, j'ai peint des aquarelles comme je le faisais autrefois, laissant les couleurs couler et se mélanger sur le papier. Des paysages abstraits qui étaient plus des sentiments que des formes. J'avais l'impression de revenir à moi-même. Le procès commença par une matinée grise d'octobre. Assise à la barre des témoins, j'exposais d'une voix calme la destruction systématique de ma vie financière par Henrik. Le procureur passa en revue chaque élément de preuve, chaque demande de prêt, chaque signature falsifiée. L'avocat d'Henrik tenta de me déstabiliser lors du contre-interrogatoire, suggérant que j'avais autorisé les demandes et que je mentais maintenant pour échapper à la dette. Mais je n'ai pas vacillé. Les preuves étaient irréfutables, l'analyse graphologique incontestable. Le jury a délibéré pendant moins de 4 heures et l'a déclaré coupable de tous les chefs d'accusation. Le visage d'Henrik s'est décomposé lorsque le verdict a été lu. Sa mère sanglotait dans la salle d'audience. Je n'ai rien ressenti, ni satisfaction, ni justification, juste un soulagement discret que tout soit terminé. Le juge a fixé la date du prononcé de la peine au mois suivant, mais le procureur m'a dit de m'attendre à une peine de prison importante, de 5 à 10 ans, voire plus compte tenu des multiples chefs d'accusation. Je suis sorti du tribunal sous le froid soleil d'automne, libre comme je ne l'avais pas été depuis des années. Massimo m'attendait près de sa voiture, le visage soigneusement neutre jusqu'à ce qu'il voie mon expression. Puis il a souri, d'un sourire sincère et chaleureux. « C'est fini », lui ai-je dit. « Non, Cara », a-t-il répondu doucement. « Ce n'est que le début.
6 mois ont passé dans un tourbillon de séances de thérapie, de cours de peinture et de lente reconstruction de ma vie. Le Dr Reeves m'a aidé à démêler les fils du traumatisme et du contrôle. Elle m'a aidé à comprendre comment je m'étais perdu dans la jalousie et la manipulation d'Henrik. « Tu n'es pas responsable de ses choix », m'a-t-elle rappelé lors d'une séance. Ni de la fraude, ni de la violence, ni de quoi que ce soit d'autre. C'était ses actions, ses décisions. Intellectuellement, je savais qu'elle avait raison. Émotionnellement, il m'a fallu plus de temps pour y croire. Les accusations de fraude avaient endommagé ma cote de crédit, mais le tribunal avait jugé les dettes invalides, obtenues par des moyens illégaux. Lentement, mon rapport de crédit a commencé à se rétablir. Les comptes frauduleux ont été marqués comme contestés et finalement supprimés. Je me suis plongé dans le travail, assumant des responsabilités supplémentaires chez Bianchi Imports. Massimo avait tenu parole, gardant une distance professionnelle au bureau, tout en restant la personne à qui je voulais le plus parler de tout. Nous prenions le café ensemble presque tous les matins, une habitude qui avait commencé pendant ma convalescence et qui s'était poursuivie même après mon déménagement. 30 minutes en terrain neutre, à discuter de livres, de l'actualité et de tout sauf de la tension qui régnait entre nous. « Tu t'en sors bien », m'a-t-il fait remarquer un matin, 3 mois après le procès. « Cette promotion te va bien. » J'avais été nommée directrice des opérations seniors, un poste mieux rémunéré et doté d'une réelle autorité. Cela me faisait du bien d'être apprécié pour mes compétences, plutôt que toléré, comme Henrik me l'avait fait ressentir. « Merci pour cette opportunité », ai-je dit en sirotant mon cappuccino. « Je sais que vous auriez pu recruter à l'extérieur. Pourquoi l'aurais-je fait alors que la meilleure candidate était déjà là ?» Son sourire était léger, mais sincère. « Vous avez toujours été sous-utilisé. Serena, je ne fais que corriger une erreur. » Ce compliment m'a réchauffé le cœur plus que le café. Dans l'ombre d'Henrik, j'avais oublié ce que c'était que d'être considérée comme compétente, intelligente, digne d'une promotion. « Je pense prendre des vacances », ai-je dit, me surprenant moi-même par cette confession. Quelque part où il fait chaud, peut-être dans les Caraïbes, Massimo a haussé les sourcils. « Seul ? » ?»« Oui, seul. » J'ai ri en voyant son expression. Je n'ai jamais voyagé seul. Henrik insistait toujours pour que nous partions ensemble, puis il se plaignait tout le temps du coût, de la foule ou d'autre chose. « Je veux voir ce que ça fait d'être quelque part sans avoir à me soucier de l'humeur de quelqu'un d'autre. »« Ça semble sain, dit-il, et j'entendis l'approbation dans sa voix. »« Où penses-tu aller ? » ?»« Aruba, peut-être. » »« Ou Sainte-Lucie. » Un endroit avec des plages et une belle lumière pour l'aquarelle. Je peignais davantage. J'avais même vendu quelques œuvres dans une galerie locale. De petites victoires, mais les miennes. Nous avons parlé de voyages, des endroits où il était allé, et de ceux où je voulais aller. Une conversation facile, comme respirer. Ce n'est qu'au moment où je partais qu'il m'a pris la main, son pouce effleurant mes jointures. « Serena, je suis fier de toi, d'avoir construit cette vie, d'avoir pris le temps de guérir, de ne pas t'être précipitée avant d'être prête. » J'ai serré sa main, me permettant de reconnaître ce qui grandissait entre nous. « Je suis presque prête, Massimo. » « Pas tout à fait, mais presque. » Ses yeux s'assombrirent, prometteurs. « Je serai là quand tu le seras. » J'ai réservé le voyage à Aruba pour 2 semaines plus tard. 10 jours de soleil, de sable et de peinture au bord de l'océan. De lecture sans interruption. De souvenirs de ce que c'était que d'exister sans hypervigilance. Le dernier soir, assise sur la plage à regarder le coucher de soleil, j'ai réalisé que j'étais heureuse. Vraiment, sincèrement heureuse. Pas seulement l'absence de peur, mais la présence de la joie. J'ai envoyé une photo du coucher de soleil à Massimo. Sa réponse est venue rapidement. Magnifique. Comme l'artiste. J'ai souri. Quelque chose de chaud se déployant dans ma poitrine. Il me manquait. Je me suis rendu compte que nos cafés du matin me manquaient. Sa présence tranquille me manquait. La façon dont il me regardait comme si j'étais précieuse me manquait. Mais je savais aussi que je devais terminer ce voyage selon mes propres conditions.
pour revenir vers lui entière plutôt que brisée, en choisissant plutôt qu'en fuyant. Lorsque je suis retourné au travail la semaine suivante, bronzé et détendu, j'ai trouvé des fleurs sur mon bureau, pas des roses, mais des fleurs sauvages, une explosion de couleurs qui m'a fait penser à mes peintures. La carte disait simplement « Bienvenue à la maison, monsieur ». Mon cœur s'est serré d'affection et de quelque chose de plus profond, quelque chose que j'étais enfin prêt à nommer. Ce soir-là, je me suis tenu devant le miroir de ma salle de bain, faisant le point. Les bleus avaient disparu depuis des mois, ne laissant aucune trace physique de la violence d'Henrik. Mon visage avait également changé. Mes joues étaient plus colorées, mes yeux plus lumineux. Je me ressemblais à nouveau, ou peut-être ressemblais-je à la personne que j'avais toujours été destiné à être. J'ai sorti mon téléphone, tapé un message à Massimo, puis je l'ai effacé, puis je l'ai retapé, puis je l'ai à nouveau effacé. Finalement, j'ai opté pour un café demain matin. J'ai quelque chose à discuter. Sa réponse a été immédiate. Mon bureau, 8 heures. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. La nervosité et l'anticipation m'ont tenu éveillé. Mais quand le matin est arrivé, je me suis habillé avec soin, non pas avec les vêtements professionnels austères que je portais habituellement, mais avec une robe couleur saphir, que j'avais achetée sur un coup de tête à Aruba. L'expression de Massimo quand je suis entré dans son bureau m'a fait comprendre qu'il l'avait remarqué. « Serena », a-t-il dit en se levant de derrière son bureau, « vous êtes magnifique, merci. » J'ai fermé la porte derrière moi, soudain nerveuse. Je voulais vous parler de quelque chose. Il m'a fait signe de m'asseoir. 2 fauteuils en cuir étaient à placer près des fenêtres donnant sur la ville. Au fil des ans, nous avions eu d'innombrables conversations ici sur le travail, la stratégie, tout sauf ce qui importait le plus. J'ai réfléchi. Ai-je commencé? Puis j'ai fait une pause pour rassembler mon courage. À propos de ce que vous avez dit, d'attendre que je sois prête. Son expression restait soigneusement neutre, mais je voyais la tension dans ses épaules. Et je suis prête. Les mots sortirent plus doucement que je ne l'avais prévu. J'ai passé 6 mois à reconstruire ma vie, à prouver que je pouvais me débrouiller seul. J'ai guéri autant que l'on peut guérir d'un traumatisme. Et j'ai réalisé quelque chose. Quoi donc? Sa voix était rauque. Que je ne veux plus être seul. Non pas parce que je ne peux pas, mais parce que je choisis de ne pas l'être. Je l'ai regardé dans les yeux, lui laissant voir tout ce que je ressentais. Je te choisis, Massimo. Pas comme mon patron, ni comme mon sauveur, mais comme l'homme dont je suis tombée amoureuse, bien avant de me l'avouer. En un clin d'œil, il a comblé la distance qui nous séparait, ses mains enserrant mon visage avec une douceur bouleversante. « Serena, tu es sûre? Parce qu'une fois que nous aurons franchi cette ligne, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Je ne suis pas Henrik. Je ne te laisserai pas partir facilement. Je ne veux pas que ce soit facile, murmurai-je. Je veux que ce soit réel. Je te veux, toi. » Son baiser était tout ce que j'avais imaginé et rien de ce à quoi je m'attendais. D'abord doux, presque respectueux, puis de plus en plus intense, chargé de 4 années de désirs refoulés. Je me suis fondu en lui, mes mains agrippant sa chemise, me permettant enfin de ressentir tout ce que j'avais nié jusqu'alors. Lorsque nous nous sommes enfin séparés, tous deux haletants, son front reposait contre le mien. « J'ai voulu faire ça depuis si longtemps, » murmura-t-il. « Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» demandai-je, essoufflé. « Parce que tu mérites d'être choisi, pas revendiqué ? Parce que j'avais besoin que tu viennes à moi librement, sans que l'obligation ou la gratitude ne brouillent ton jugement. » Il s'est légèrement reculé, son pouce effleurant ma pommette. « Parce que je suis amoureux de toi, Serena Costa. Et j'avais besoin que tu m'aimes en retour. Pas l'idée de sécurité que je représentais. » Des larmes ont piqué mes yeux. Je t'aime. C'est ce que j'ai réalisé ces derniers mois. Ce que je ressens pour toi n'a rien à voir avec ce que je ressentais pour Henrik. C'est clair et certain. C'est un choix. Son sourire était bouleversant. Alors choisis-moi, Cara. Chaque jour. Laisse-moi te choisir en retour.
À quoi cela ressemble-t-il ? Ai-je demandé. Nous ensemble, étant donné qui tu es et ce que tu fais ? Son expression est devenue sérieuse. Cela ressemble à de l'honnêteté. Pas de secret sur mes affaires. Même les parties qui ne sont pas très jolies. Cela ressemble à de la protection. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es précieuse à mes yeux. Cela ressemble à un partenariat, car j'ai besoin de quelqu'un qui me mette au défi, qui me voit clairement et qui m'aime malgré tout. Je peux le faire, ai-je dit doucement. Tout cela. Il m'a embrassé à nouveau, plus lentement cette fois, de manière approfondie et possessive. Lorsque nous nous sommes finalement séparés, j'étais rouge et essoufflé, mon rouge à lèvres complètement détruit. Et le travail ? Ai-je demandé de manière pratique. Le bureau va parler. Qu'il parle, a répondu Massimo, indifférent. Tu as gagné ta position grâce à tes compétences, pas au favoritisme. Quiconque suggère le contraire devra s'expliquer avec moi. J'ai ri malgré tout, tellement possessif. Tu n'as pas idée, a-t-il murmuré contre ma tempe. 4 ans à te regarder, à te désirer, à garder mes distances. Maintenant que je t'ai, je ne te laisserai jamais partir. Ces mots auraient dû m'effrayer. Ils faisaient écho à la jalousie possessive d'Henrik. Mais venant de Massimo, ils avaient une autre résonance. Ce n'était pas une cage, mais une promesse. Pas de la possession, mais du dévouement. Tant mieux, dis-je, nous surprenant tous les deux, parce que je n'ai pas l'intention de partir. Nous restâmes là dans la lumière du matin, la ville s'éveillant sous nos yeux, nous autorisant enfin à être ce que nous avions toujours été destinés à être ensemble. Les mois qui suivirent notre aveu furent une révélation. Sortir avec Massimo n'avait rien à voir avec ma relation avec Henrik. Alors qu'Henrik avait besoin d'être constamment rassuré, Massimo était sûr de lui et de notre relation. Alors qu'Henrik m'avait isolé, Massimo m'encourageait à entretenir mes amitiés, à passer du temps avec ma sœur lorsqu'elle venait me rendre visite, à avoir ma propre vie en plus de celle que nous partagions. Je suis tombé amoureux de la femme que tu es. Il me l'a dit un soir, alors que nous préparions le dîner ensemble dans son appartement terrasse. J'avais gardé mon appartement. J'avais insisté pour cela, même si je passais plus de nuits chez lui que chez moi. Je ne veux pas te transformer en quelqu'un d'autre. La différence était frappante, libératrice. Son attention m'a fait m'épanouir plutôt que me faner. Ma peinture est passée d'un hobby à une véritable activité professionnelle, avec une petite exposition prévue au printemps dans une galerie locale. Mon travail chez Bianche Imports continuait à me stimuler et à m'épanouir. La promotion me permettait de mettre en œuvre les changements que j'envisageais depuis des années. Mais il y avait aussi des complications. La nature des activités de Massimo, les zones d'ombre dans lesquelles il opérait, venaient parfois perturber notre vie normale, soigneusement construite. Comme le soir où Dante a interrompu notre dîner avec une nouvelle urgente concernant une cargaison qui avait été interceptée. Massimo s'était excusé, son expression devenant froide et contrôlée, l'homme d'affaires laissant place à quelqu'un de plus dur, de plus dangereux. « Je suis désolé », avait-il dit en revenant 1 heure plus tard. « C'est la partie que je ne peux pas changer, Cara. Parfois, les affaires exigent une attention immédiate. »« Je sais, » avais-je répondu. Et je le savais. Je l'avais choisi en toute connaissance de cause, acceptant toutes les facettes de sa personnalité. « Reviens-moi sain et sauf. » Son sourire avait été doux, toujours surpris. Nous avons discuté de l'avenir avec prudence. Le mariage, éventuellement, même si nous étions tous les deux d'accord pour prendre notre temps. Des enfants, peut-être, même si je voulais d'abord être certaine de ma propre stabilité. Construire une vie ensemble qui respecte à la fois notre indépendance et notre engagement. C'est 3 mois après la condamnation d'Henrik, 8 mois après notre premier baiser, que tout s'est cristallisé. Je me suis réveillé dans le lit de Massimo, le soleil brillant à travers les fenêtres, son bras drapé autour de ma taille. Un sentiment de satisfaction m'envahit comme une couverture chaude. C'était ça,
l'amour. Je me sentais en sécurité, choisi, réel. Mon téléphone vibra sur la table de chevet. Numéro inconnu, mais le message me glaça le sang. Serena Costa. Ici, l'adjoint Marshall Richards. Henrique Silva s'est échappé. Veuillez nous contacter immédiatement. Je me redressai, mon mouvement brusque réveillant Massimo. Qu'y a-t-il ? Demanda-t-il, immédiatement alerte. Je lui ai montré le message, les mains tremblantes. Henrique purgeait sa peine dans un établissement à sécurité minimale, les accusations de fraude ne justifiant pas un emprisonnement à haute sécurité. Apparemment, c'était une erreur. Massimo a immédiatement pris son téléphone, appelé Dante, appelé ses contacts, activé les protocoles de sécurité dont nous espérions ne jamais avoir besoin. En moins d'1 heure, le Pentouse était bouclé, des renforts de sécurité avaient été déployés et chaque entrée était surveillée. « Il ne t'atteindra pas », m'a promis Massimo, son bras autour de mes épaules, alors que nous étions assis dans son bureau. « Je te le jure, Serena, il ne te touchera pas. » Mais la peur était corrosive, rongeant la paix que j'avais construite. Chaque bruit me faisait sursauter. Chaque ombre pouvait être Henrique. La liberté pour laquelle je m'étais tant battu me semblait soudain fragile, menacée. Je ne le laisserai pas faire de moi, une victime à nouveau, dis-je d'une voix ferme malgré mes mains tremblantes. Je ne retournerai pas à la peur. L'adjointe Marshall Richards arriva cet après-midi-là, une femme professionnelle au regard bienveillant et aux manières pragmatiques. « Nous avons toutes les raisons de croire que Silva tentera de vous contacter », m'avertit-elle. Son obsession pour vous a été notée tout au long de son incarcération. Il a proféré des menaces à votre encontre, ainsi qu'à l'encontre de M. Bianchi. Nous prenons cela très au sérieux. « Quelles sont nos options ?» demanda Massimo, sa main trouvant la mienne, m'ancrant. « La garde protectrice pour mademoiselle Costa, idéalement, jusqu'à ce que Silva soit repris. »« Non, » répondis-je immédiatement. « Je ne me cacherai pas à nouveau. Je ne le laisserai pas contrôler ma vie. »« Serena » commença Massimo. « Non, » répétai-je plus fermement. J'ai passé 3 ans à supporter la jalousie et le contrôle d'Henrique. J'ai passé des mois à reconstruire ma vie après m'être échappé de lui. Je ne vais pas me cacher maintenant. Nous allons régler cette affaire, mais selon mes conditions. L'adjoint Richard nous regarda tour à tour. Mademoiselle Costa, je comprends votre désir d'autonomie, mais la situation est dangereuse. Alors rendez-la moins dangereuse, rétorquai-je. Renforcez la sécurité, surveillez mes déplacements. Faites tout ce qu'il faut, mais je ne disparaîtrai pas. J'ai un travail, une vie, des gens qui dépendent de moi. Henrique n'a pas le droit de m'en priver. Après le départ de Richard, Massimo m'a prise dans ses bras. « Tu es sûr de toi ?» ?»« Oui. » J'ai levé le menton et les regardé dans les yeux. J'ai survécu 1 fois. Je survivrai encore, mais pas en fuyant. Son sourire était empreint d'une fierté farouche. Alors nous resterons et nous nous battrons ensemble. Les jours qui ont suivi ont été tendus. Henrique était toujours en fuite malgré une chasse à l'homme menée dans plusieurs États. La sécurité est devenue mon ombre. Dante, ou l'un des autres hommes de Massimo, était toujours présent, mais discret. Je suis allé travailler, j'ai maintenu mes habitudes, j'ai refusé de laisser la peur dicter mes choix. C'est 1 semaine après l'évasion que j'ai reçu le premier appel. Je n'ai pas reconnu le numéro. J'ai répondu automatiquement tout en examinant les rapports d'inventaire à mon bureau. Serena, la voix d'Henrique dont le son me donnait la chair de poule. J'aurais dû raccrocher. J'aurais dû appeler Dante. Au lieu de cela, ma voix était froide et maîtrisée. « Que veux-tu, Henrique ?»« Je veux ce qui m'appartient, » a-t-il répondu. Et je pouvais entendre la jalousie familière sous ses mots. « Toi, nous, la vie que tu m'as volée. Je n'ai rien volé. Tu l'as détruite toi-même, à cause de lui. » La voix d'Henrique s'est élevée, se brisant. « À cause de Massimo Bianchi. Tu étais à moi, Serena. À moi. Et il t'a prise. Non, ai-je dit fermement. Je t'ai quitté parce que tu m'as fait du mal, parce que tu m'as volé, menti, frappé. Massimo n'avait rien à voir avec ça. C'était tes choix. J'ai fait des erreurs,
a admis Henrik, son ton devenant suppliant, comme dans mes souvenirs. Mais on peut arranger ça, tu peux retirer ta plainte. Dis-leur que tu as menti, que tu voulais les prêts. On peut recommencer à zéro, Serena. Quelque part ailleurs, juste nous deux. L'illusion dans sa voix était presque triste. Croyait-il vraiment que je reviendrais? Que ses paroles pourraient effacer ce qu'il avait fait? Je ne retirerai rien, dis-je calmement. Tu dois te rendre, Henrik. Affronte les conséquences de tes actes. C'est la seule façon d'en finir. Ça s'arrêtera quand tu reviendras vers moi. Sa voix est devenue méchante. Je sais où tu travailles, où tu vis. Je sais que tu es avec lui, que tu dors dans son lit. Tu crois que ça ne me rend pas fou? Tu crois que je vais simplement accepter ça? Ce que tu acceptes ou n'acceptes pas n'est plus mon problème, ai-je répondu, d'une voix calme, malgré mon cœur qui battait à tout rompre. J'en ai fini avec toi, Henrik. Complètement fini. Rends-toi ou ne le fais pas. Mais laisse-moi tranquille. J'ai raccroché, les mains tremblantes. Dante était à ma porte en un instant, ayant entendu les voix qui s'élevaient. Il a appelé, ai-je dit en lui tendant le téléphone. Tu vas vouloir le localiser. Les marshals sont arrivés dans l'heure qui a suivi. L'appel avait été localisé sur un téléphone jetable quelque part dans la ville. Henrik était proche, observant, attendant une occasion. « Nous devons vous déplacer », a insisté l'adjoint Richard. « La situation s'aggrave. »« Non », a dit Massimo avant que je puisse répondre. Sa voix était froide, maîtrisée, celle d'un homme qui avait déjà pris des décisions difficiles. Serena reste visible, mais protégée. Si Henrik veut entrer en contact, laissez-le faire, mais, selon nos conditions, pas les siennes. Richard nous a regardés tour à tour. « Monsieur Bianchi, je ne peux pas autoriser l'utilisation d'un civil comme appât. Vous ne l'autorisez pas. Moi, je l'autorise. » Il se tourna vers moi, son expression s'adoucissant. « Si vous êtes d'accord, Cara, sans pression. Nous pouvons procéder de manière plus sûre si vous préférez. » J'y ai réfléchi. À Henrik qui m'obsédait, planifiant Dieu sait quoi, à la peur qui avait teinté ma vie pendant des années, d'abord avec lui, puis après l'avoir quitté. « Je suis d'accord, ai-je dit. Finissons-en. Le plan était simple, peut-être trop simple. Je continuerai à vivre normalement, mais sous haute surveillance. Henrik me verrait, essaierait d'entrer en contact avec moi, et quand il le ferait, les forces de l'ordre seraient prêtes. Cela a pris 3 jours. Je quittais le travail, marchant vers le parking avec Dante, quelques pas derrière moi quand j'ai entendu mon nom. « Serena, attends, s'il te plaît. » Henrik est sorti de derrière un pilier, l'air hagard et désespéré. Il avait perdu du poids. Ses vêtements pendaient sur son corps, ses yeux étaient hagards, peut-être à cause de la folie, du désespoir, ou des deux. « Ne t'approche pas, ai-je dit d'une voix calme. « Je veux juste parler, a-t-il supplié. « Donne-moi juste 5 minutes, c'est tout ce que je demande. Tu n'as rien à me demander, ai-je répondu. Derrière lui, je pouvais voir des policiers en civil se mettre en position. Tu as eu des années pour changer, Henrik. Tu les as toutes gâchées quand tu as décidé que le vol et la violence étaient acceptables. J'étais malade, a-t-il insisté. Jaloux et malade. Et je ne pouvais pas réfléchir clairement. Mais je vais mieux maintenant. Je peux être meilleur. Nous pouvons être meilleurs ensemble. Non, nous ne pouvons pas, ai-je dit fermement. Parce qu'il n'y a pas de nous. Il n'y en a plus depuis longtemps. Je ne t'aime pas, Henrik. Je ne suis même pas sûr de t'avoir jamais aimé. Ce que j'aimais, c'était la personne que je croyais que tu étais, avant de découvrir de quoi tu étais capable. Son visage se déforma sous l'effet de la rage. Tu es avec lui. Bianchi, tu es avec lui, n'est-ce pas? Après tout ce qui s'est passé, après m'avoir accusé d'être paranoïaque, tu n'as pensé qu'à lui pendant tout ce temps. Ce n'est pas vrai, répondis-je sincèrement. Mais maintenant, oui. Et Henrique, il est tout ce que tu n'as jamais été. Il me respecte, me fait confiance, me laisse être moi-même. Il n'a pas besoin de me contrôler parce qu'il est suffisamment sûr de lui pour me laisser le choisir chaque jour. Je n'aurais pas dû dire ça. Je l'ai vu dans l'expression d'Henrik qui s'est déformée lorsqu'il a soudainement porté la main à sa poche. Tout s'est passé très vite après ça.
Dante lui a sauté dessus avant qu'il n'ait pu sortir complètement l'arme qu'il avait apportée. Les policiers ont envahi les lieux. Enrique a été plaqué au sol, menotté, continuant à crier mon nom. Massimo, qui était posté dans une voiture à proximité, est apparu et m'a éloigné du chaos, ses bras solides et rassurants autour de moi. « C'est fini », m'a-t-il murmuré dans les cheveux. « C'est enfin fini, Cara. » Et c'était vrai. Enrique était de nouveau en détention, cette fois-ci dans un établissement de sécurité maximale. Les accusations liées à son évasion ont ajouté des années à sa peine. Il serait vieux lorsqu'il sortirait enfin, et je serais parti depuis longtemps, menant une vie qu'il ne pourrait jamais atteindre. Cette nuit-là, de retour dans l'appartement terrasse où les protocoles de sécurité avaient été levés, je me suis tenu devant les fenêtres où je m'étais tenu tant de fois auparavant. Massimo s'est approché derrière moi et m'a enlacé par la taille. « Comment te sens-tu » m'a-t-il demandé doucement. « Libre, ai-je répondu. Et je le pensais vraiment. Vraiment libre. Pas seulement loin de lui, mais libéré de la peur, du doute, de toute question persistante quant à savoir si j'avais fait le bon choix. Et quel est ce choix ? Sa voix était douce, compréhensive, mais il voulait quand même l'entendre. Je me suis retourné dans ses bras, levant les yeux vers ses yeux sombres qui m'avaient vu dans mes pires moments et m'avaient aimé malgré tout. Toi, Massimo, je te choisis chaque jour, chaque instant, pour le reste de ma vie, si tu veux bien de moi. Son sourire était lent, dévastateur. « Est-ce une demande en mariage, mademoiselle Costa ?»« Peut-être, ai-je répondu, soudain nerveuse. Si cela t'intéresse. » Il m'a alors embrassé, profondément et longuement, à la fois comme une promesse et une revendication. Quand nous nous sommes enfin séparés, il a posé son front contre le mien. « Je suis très intéressé, a-t-il murmuré. Mais d'abord, j'ai quelque chose à faire. » Il s'est éloigné et a fouillé dans sa poche, pour en sortir une petite boîte en velours. Quand il l'a ouverte, j'ai eu le souffle coupé. La bague était magnifique. Un saphir entouré de diamants, de la couleur de la robe que je portais le jour où je l'avais finalement choisie. « Serena Costa, dit-il en s'agenouillant dans son salon, avec la ville scintillante sous nos yeux. Je t'aime depuis 4 ans, je t'ai observé, je t'ai désiré, je t'ai attendu, tu es la femme la plus forte, la plus courageuse et la plus belle que j'ai jamais connue. Veux-tu m'épouser ? Me laisseras-tu passer le reste de ma vie à te prouver que tu as fait le bon choix ?» Des larmes coulaient sur mon visage. Des larmes de joie, pour la première fois depuis si longtemps. « Oui, ai-je murmuré. « Oui, Massimo. »« 1000 fois, oui. » Il a glissé la bague à mon doigt, puis m'a attiré dans ses bras. Nous rions et pleurions tous les deux, enlacés comme si nous ne devions jamais nous lâcher. Plus tard, bien plus tard, alors que nous étions allongés enlacés dans ses draps, ma bague reflétant la lumière de la lune, j'ai tracé des motifs sur son torse. « Merci, ai-je murmuré. »« Pourquoi, Cara ?»« Pour avoir attendu, pour m'avoir vu, pour m'avoir laissé me trouver avant de nous trouver. » Il m'a serré plus fort dans ses bras. « Merci de m'avoir appelé cette nuit-là, de m'avoir fait confiance alors que tu étais terrifié, d'avoir choisi de guérir plutôt que de te cacher, de m'avoir choisi alors que tu aurais pu choisir la sécurité. Tu es ma sécurité, ai-je corrigé. Mais tu es aussi ma passion, mon partenaire, mon avenir. Tu es tout pour moi, Massimo. » Il embrassa le sommet de ma tête, la voix rauque d'émotion. « Et toi, Serena Costa, bientôt Serena Bianchi. Tu es mon cœur, mon foyer, mon choix pour chaque jour du reste de ma vie. » Dehors, la ville continuait son rythme incessant. Mais à l'intérieur, dans la sécurité des bras de Massimo, j'avais enfin trouvé la paix. Pas la paix de l'absence, des choses qui ne se produisent pas, mais la paix de la présence, du choix de l'amour, de la construction d'un avenir sur les bases solides du respect mutuel et d'un partenariat sincère. Enrique avait essayé de me briser. Au lieu de cela, il m'avait forgé pour en faire quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui connaissait sa valeur,
quelqu'un qui ne se contenterait plus jamais de moins que ce qu'elle méritait. Et ce que je méritais, ce que j'avais choisi, c'était l'amour. Un amour réel, honnête, compliqué, magnifique, avec un homme qui voyait tout de moi et qui restait. Quoi qu'il en soit, la fin, comme il s'est avéré, n'était que le début.